Bonjour à tous, 8h10, la matinale RCF, le grand débat touche à sa fin. Le Premier ministre présente aujourd'hui auprès des sénateurs ses premières conclusions. Il l'a fait hier devant les députés, quand le président devrait lui faire des annonces d'ici 15 jours. Après 5 mois de mobilisation des Gilets jaunes et plus de 2 mois de grand débat, comment répondre maintenant aux aspirations sociales qui se sont faites jour ? Ce matin, notre grand invité est un sociologue, spécialiste de l'école et des inégalités sociales. Il vient de publier un petit livre, écrit à la veille du mouvement des Gilets jaunes, où il analyse l'atomisation de notre société et l'évolution des inégalités, mais aussi de leur perception. Il est avec nous depuis les studios de RCF à Bordeaux. J'en profite pour saluer toute l'équipe bordelaise. François Dubé, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, ancien directeur d'études à l'EHESS. Vous venez de publier au Seuil Le temps des passions tristes et c'est sous-titré Inégalité et populisme. Alors je l'ai dit, le Premier ministre présente donc depuis lundi sa synthèse du grand débat. Hier, devant les députés, il a évoqué le malaise profond de beaucoup de nos compatriotes. Ce malaise, comment vous, sociologue, vous le percevez ? Je crois qu'il y a plusieurs manières, évidemment, de le définir. Il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'est pas simplement l'explosion des inégalités sociales et des problèmes sociaux. Je veux dire que la France reste relativement modérée dans cette situation. La grande difficulté française, c'est le chômage. Ce que nous vivons, c'est plutôt une transformation de la nature des inégalités. Je veux dire par là que pendant près d'un siècle, au fond, que l'on soit de droite ou de gauche, peu importe, on avait fini par se représenter les inégalités sociales en termes de classe sociale, de groupes fortement constitués avec des identités de classe, des sentiments de conflit, etc. Et puis notre vie politique était organisée autour de ça. D'ailleurs, en France, en Allemagne, en Italie, partout, la vie politique était censée représenter, au fond, les classes sociales, les travailleurs d'un côté et les classes moyennes et les classes dominantes de l'autre. Bon, aujourd'hui, ce système est en train de se défaire et chacun d'entre nous a le sentiment d'être défini par plusieurs inégalités, par une agrégation de petites inégalités, qui sont aussi vécues comme des agressions, comme des formes de mépris. Le thème du mépris est tout à fait étonnant. Tout le monde se sent méprisé. Vous m'écoutez mal, vous me méprisez. Vous ne m'écoutez pas, vous me méprisez. Vous filmez la manif, vous nous méprisez. Vous la filmez pas, vous nous méprisez, etc. Enfin, je veux dire vous nous dites qu'en fait, il y a peut-être moins de grandes inégalités, mais ce qui est plus criant, ce sont ces petites inégalités du quotidien ? Non, les grandes inégalités existent, bien évidemment, mais elles sont à la fois très minoritaires et très loin. Ce qui compte dans la vie sociale, c'est les petites inégalités qui sont pas si petites, mais qui font que les gens disent je suis inégal en tant qu'habitant à 30 km de mon travail, en tant que femme devant élever 2 enfants, en tant que diplômé n'ayant pas trouvé un emploi correspondant à ma formation. Donc, et ça fait plus souffrir, ça fait plus souffrir que les grandes inégalités de salaire, par exemple, avec les grands patrons C'est pas l'idée que ça fait plus souffrir, ça fait souffrir de manière plus intime, plus personnelle, plus agressive. Je veux dire que lorsque vous êtes mal payé parce que vous êtes un ouvrier dans une société capitaliste, c'est une injustice, c'est insupportable, mais c'est une expérience collective. Vous n'êtes pas, vous, personnellement, directement mis en cause. Tandis qu'aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes, les gens témoignent encore très largement pour eux. Ils parlent d'eux, de leur situation à eux. Et d'ailleurs, tous les partis, les syndicats qui étaient censés représenter les inégalités sont laissés sur le côté. D'une certaine façon, aucun d'entre eux n'a récupéré cette affaire. Vous nous dites que les classes sociales ne sont plus et vous semblez le regretter. Il n'y a plus de sentiment d'appartenance ni d'identité collective maintenant ? Je crois que nous vivons, en raison des mutations du capitalisme, un double phénomène, celui d'une explosion relative, ça dépend des pays, des inégalités, et celui de la destruction de leur mode de structuration en termes de classe. Oui, je crois ça. Alors, on peut toujours
parler de classe, s'il y a des riches, il y a des pauvres, etc. Mais si on donne au mot classe le sens fort qu'il avait acquis dans la société industrielle, c'est-à-dire des gens qui ont une expérience commune, une forme d'identité commune, une manière commune de se définir dans la vie sociale, je crois que ça, c'est plutôt en train de disparaître, oui. Et ce mouvement des Gilets jaunes, avec ses excès, ses impasses, mais aussi ses moments de fraternité dans les ronds-points, ça illustre bien pour vous la fin de la société de classe ? Mais je crois que ça signifie que la plupart des gens ont le sentiment que leurs inégalités n'ont plus de représentation sociale et politique. Alors, évidemment, tout ça se fait avec une sorte comment dirais-je, il n'y a plus de construction politique, c'est-à-dire que on ne sait pas si c'est à droite, si c'est à gauche, on ne sait pas si c'est nationaliste ou si ça l'est pas, on ne sait pas, enfin... On ne le sait pas pour une raison très simple, c'est que je crois que c'est tout à la fois, parce que la somme de colères individuelles ne se structure pas nécessairement dans un projet collectif. Au fond, le rôle des syndicats et des partis sur lesquels on tape beaucoup et beaucoup trop facilement était quand même de donner une forme, de donner une cohérence, un type de rationalité aux colères. Aujourd'hui, les colères s'expriment sans être prises en charge d'une certaine façon. Et quand elles sont prises en charge tous azimuts. Tout le monde peut s'en réclamer. Le grand débat, comme première étape pour répondre à cette demande d'écoute formulée par les Gilets jaunes, c'était une bonne idée ? Ben, je crois que c'était de toute façon c'était inévitable, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de novembre, vous avez des colères. Des gens qui sont en colère, qui tous les samedis sont en colère. Alors, je laisse de côté l'aspect violent, pas violent, etc. Mais ils sont en colère et ils disent on vit mal, on peut plus se déplacer, on paye trop d'impôts, les riches en payent pas assez. Bon, on vit mal. Et ces gens ne parviennent pas, ce qui est parfaitement normal, en dehors de la chaleur des ronds-points et des manifestations, ces gens ne parviennent pas à construire une demande, puisqu'ils demandent au départ, au fond, un peu tout et le contraire de tout. Je veux moins d'impôts, mais plus d'État-providence. Je veux moins de taxes sur le diesel, mais plus d'écologie, etc., etc. Donc, ce peuple-là, pour parler comme certains leaders politiques, ce peuple-là, il est extrêmement hétérogène en réalité. Il demande un peu tout. Alors, et donc, pour le gouvernement, enfin pour n'importe quel gouvernement, dès lors que vous n'avez plus de syndicats qui parlent en leur nom, je veux dire que c'est pas, s'il y a des paysans, c'est pas les fédérations agricoles qui parlent. S'il y a des retraités, c'est pas les fédérations de retraités qui parlent. S'il y a des salariés, c'est pas les syndicats de salariés qui parlent. Tout le monde parle en son nom. Et donc le gouvernement s'est trouvé dans une situation où il a dû construire, au fond, la demande sociale à laquelle il allait répondre, ce qui crée évidemment un soupçon de manipulation, de combine, etc. Mais on est dans une situation dont il faut bien voir le caractère complètement paradoxal. Vous avez une demande sociale, cette demande ne parvient pas à se formuler, elle s'adresse à un gouvernement qui crée des dispositifs pour qu'elle se manifeste. Et donc, on est au moment où on voit bien d'ailleurs que ceux qui ont participé au grand débat ne sont pas exactement les gilets jaunes. Donc, d'une certaine manière, le grand débat fait surgir des demandes qui ne sont pas celles des ronds-points. Voilà. François Dubé, dans votre livre, Le temps des passions tristes, vous écrivez « Il faut à la fois refonder la démocratie, refonder la solidarité, mais aussi le récit national ». Alors, je voudrais qu'on prenne ces 3 points et que vous nous expliquiez comment on fait refonder la démocratie. Alors, je crois d'abord qu'il faut bien comprendre que, et ça n'est pas qu'une affaire française, c'est que dans ce moment que nous vivons, c'est-à-dire de la fin, au fond, d'une forme de structuration des rapports sociaux, pardonnez-moi de jargonner un peu, mais qui était celle de la société industrielle, c'est-à-dire le patronat, les syndicats, les associations d'éducation populaire. Tout ça est en train de disparaître, c'est ainsi. Je signale d'ailleurs que c'est exactement la même chose qui se déroule dans la plupart des pays. On connaît ça en Angleterre, ça. En Angleterre, Gilets jaunes, ça se dit Brexit. Bon. En Italie, en Espagne, c'est en train de sentir pas très bon, quand même. Moi, j'aurais jamais imaginé de voir les franquistes revenir dans ce pays. Bon, je laisse évidemment Trump, qui est une sorte Alors, je voudrais qu'on revienne à la situation de la France, parce qu'on a quand même pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas que chez nous. Et partout, vous avez une réponse qu'on appelle populiste.
Alors la réponse populiste, elle consiste à dire, devant l'atomisation des inégalités, des injustices, il faut reconstruire un peuple protégé par ses frontières, par son industrie, etc. Il faut revenir à la France des Trente Glorieuses. Deuxièmement, le peuple dont on parle, c'est un peuple national, c'est-à-dire c'est nous, avec notre culture, nos nations, etc. Ça surtout le populisme de droite. Et puis le peuple dont parle le populisme, c'est le peuple souverain, c'est-à-dire le peuple qui s'oppose à ses représentants qui sont, comme chacun le sait, toujours en train de trahir le peuple. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, d'ailleurs c'est très amusant dans la demande de Gilets jaunes, une hostilité plus forte à l'égard des élus qu'à l'égard des patrons, par exemple. Qui est quand même très, très, très étonnant. Et au fond, cette demande populiste, je crois qu'il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une crise de la démocratie, mais je ne crois pas que la démocratie directe soit la réponse, bien sûr, à la crise de la démocratie. Il y a sans doute des sentiments de très grande inquiétude sur la nature des nations, mais je ne crois pas que la réponse soit de type nationaliste. Mais en tout cas, il faut bien que l'on prenne en charge toutes ces inquiétudes de tous ces gens qui se sentent dévastés par des inégalités et qui ont l'impression que leur monde se décompose. Donc on répond par plus de démocratie, plus de solidarité ? Oui. Certainement. La solidarité, c'est essentiel ? Plus de solidarité, c'est essentiel, mais disons, le problème français n'est pas là, car la France est un pays qui, faut-il le rappeler, reste assez solidaire. Je veux dire que les Français payent beaucoup de charges et beaucoup d'impôts qui sont fortement redistribués. Je voudrais rappeler, au moment où on critique beaucoup l'État-providence, que si vous prenez les inégalités sociales avant impôts et avant redistribution sociale, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres est de l'ordre de 7. Et qu'ensuite, après impôt, redistribution sociale, il est de l'ordre de 4. Donc, si je peux me permettre, ça vaut le coup de payer ces impôts et de faire de la redistribution sociale. Mais ce qui se passe, c'est que ce système est devenu illisible, illégitime, et que plus personne n'a le sentiment qu'il est fondé sur un principe de solidarité. Donc, d'une certaine façon, y compris ceux qui reçoivent beaucoup de prestations sociales, ont l'impression de ne plus rien recevoir parce que dans une certaine mesure, le contrat qui liait les Français autour de la redistribution sociale est devenu complètement illisible. Et donc je crois qu'il y a là un impératif de solidarité, mais aussi un impératif de redéfinir la nature de ce contrat, qui paye, qui reçoit, dans quelles conditions, et peut-être faudrait-il arrêter de multiplier les dispositifs spécifiques qui font que les gens ont souvent le sentiment de tous être concurrents pour recevoir des prestations sociales. Il faut resserrer le lien d'appartenance à la nation, c'est ça aussi ce que vous entendez ? Alors, je ne crois pas qu'il faut resserrer le lien d'appartenance à la nation. Je crois qu'il faut admettre que la nation n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'on a longtemps imaginé qu'en France, nous étions dans une nation blanche, chrétienne. Alors la France avait un christianisme très particulier, puisque certains chrétiens allaient à la messe et d'autres, pardonnez-moi de le dire sur cette radio, détestaient la messe. Mais d'une certaine façon, ils étaient tous chrétiens au sens culturel du terme. Bon, ce monde n'est plus. Ce monde n'est plus. Voilà. Ce monde n'est plus, et pas plus en France ou pas moins en France qu'ailleurs, ce monde n'est plus. Il faut redéfinir ce qu'on appelle une communauté nationale, c'est-à-dire autour de quels principes, de quelles valeurs, de quels éléments nous pouvons faire communauté, nous pouvons vivre ensemble. Alors, et ça, qui peut faire ce travail ? Qui peut faire ce travail ? Je crois que ce travail, c'est celui des médias, c'est celui des intellectuels, ça serait celui, en tout cas, de ceux qui refusent de se laisser enfermer dans des logiques identitaires qui sont absolument terrifiantes, parce que jamais négociables. Je veux dire, on ne peut pas négocier qu'on est plus ou moins français, plus ou moins chrétien, plus ou moins musulman. Donc, il faut que l'on refabrique ça, mais ça a déjà été fait en France. Je vous rappelle que dans les années 1890, en France, on a redéfini des récits nationaux pour dire que les Juifs en faisaient partie, pour dire que les protestants en faisaient partie. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redéfinir des récits nationaux. C'est une affaire de programme d'histoire, c'est une affaire de représentation, ça se décrète pas d'une certaine façon. Mais l'idée qu'il y aurait une sorte de socle dur de l'identité dans lequel on est ou on n'est pas, me paraît une idée évidemment complètement
fantasmée et dangereuse. François Dubé, vous restez à la fin de votre livre généreusement optimiste. Tout n'est pas pourri, notre société possède les ressorts de son renouvellement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les partis politiques se sont constitués comme, pour reprendre l'expression d'un sociologue allemand, d'un philosophe allemand, comme des banques de la colère. C'est-à-dire que vous avez des colères qui s'agrègent, des indignations qui s'agrègent, et les partis sont devenus des banques de la colère. Plus en colère que moi, il n'y a pas. Alors, j'ai le choix entre la colère de Mélenchon, mais Ruffin est encore plus en colère que Mélenchon, Marine Le Pen est encore plus en colère que Machin. Il faut que les partis politiques abandonnent la colère. Non, mais ils mobilisent des colères. Ils veulent mobiliser des colères. Dire Wauquiez était très en colère, etc. On veut mobiliser des colères. Je vais vous demander de conclure, François Dubé. Je crois que les partis politiques, en tout cas ceux qui m'intéressent, devraient peut-être apprendre à mobiliser des espoirs, apprendre à parler aux gens qui se battent tous les jours pour la solidarité, apprendre à parler au nom de ceux qui se battent pour que l'école fonctionne mieux, pour que les services publics fonctionnent mieux, pour que l'hôpital fonctionne mieux, pour que les entreprises créent des emplois. Cette France-là existe. Mais quand vous passez à la scène, à l'expérience politique, au niveau politique, tout se passe comme si cette France avait disparu et comme s'il n'y avait que des colères à agréger. D'ailleurs, tout en ne sachant pas ce qu'on en ferait une fois au pouvoir. Merci beaucoup François Dubé. Le temps des passions tristes, inégalité et populisme, c'est publié au Seuil. Merci d'avoir été le grand invité de notre matinale et merci à l'équipe de Bordeaux de vous avoir accueilli.